Le premier exemple, et c'est un exemple de quelqu'un qui n'est pas sioniste, c'est celui de Bergson. C'est un message de Bergson au Congrès juif mondial en 1934. Voilà ce qu'écrit Bergson. Le péril que je vois venir est le suivant. Deux points. Si, disait Bergson, donc c'est un message qu'il adresse au Congrès juif mondial. Si l'hitlérisme peut survivre une année de plus et réussir à ramener un degré modéré de prospérité, même par des moyens artificiels, même en stimulant l'industrie de guerre, l'antisémitisme deviendra incontestablement plus virulent et plus amer dans les autres pays. Si Hitler peut tirer l'Allemagne d'affaire après avoir écrasé les Juifs, d'autres nations seront tentées de suivre une ligne de conduite similaire. Il y a pas mal d'indications que cela est en train de se produire. Que peut-on faire pour endiguer la marée montante de l'antisémitisme? Une seule chose à mon avis, répond Bergson. Laissez les Juifs parler à la conscience du monde, que les Juifs fassent appel à la civilisation, que la voix juive résonne dans l'univers, non seulement dans l'intérêt de l'autopréservation des Juifs, mais aussi pour empêcher que cette honte absolue de la barbarie antisémite ne souille l'honneur de la civilisation dans son ensemble. 1934, il écrit ça. Le danger grandit d'heure en heure, la barbarie ne connaît pas d'armistice de pitié, en légitime défense, que les Juifs plaident donc leur cause devant la civilisation. Fin de la citation d'Henri Bergson. Vous voyez que pour Bergson, pour pallier la montée de l'antisémitisme et contrecarrer la montée de l'antisémitisme hitlérien, mais qu'il pressent européen, sa solution à lui, c'est pas que les Juifs créent un État et s'auto-émancipent des nations, c'est qu'ils parlent à la conscience du monde. Donc c'est un propos typique non sioniste, mais où vous voyez que tout le destin, la destinée du peuple juif est engagée par Bergson. Parce que Bergson était juif, évidemment. Donc ce n'est pas un propos neutre. Autre exemple de réaction juive au sionisme d'avant la Shoah. C'est, je vous mets sous les yeux la table des matières d'un de son recueil d'essais, avant de vous dire de qui il s'agit. Vous voyez, c'est le chapitre 4, la table des matières, d'un recueil qui s'intitule « Comment je vois le monde » d'Albert Einstein. C'est Einstein qui a écrit ce recueil, enfin c'est un recueil de textes et d'interventions. Vous voyez, il y a toute une partie, le chapitre 4, qui est consacrée au judaïsme, qu'il écrit à la fin des années 20, et le passage que je vais vous citer maintenant de Einstein, c'est une allocution au sujet de l'œuvre de construction en Palestine. Voilà ce qu'écrit Einstein dans une allocution au sujet de l'œuvre de construction en Palestine. On est donc à la fin des années 20, donc il y a le sionisme et une immigration juive qui s'est installée en Palestine et qui commence à construire l'État d'Israël en Palestine, un foyer national juif qui va devenir l'État d'Israël en Palestine. Et voilà ce qu'écrit Einstein. Ce que nous faisons pour l'œuvre commune, nous ne l'exécutons pas seulement pour nos frères en Palestine, mais pour la santé et la dignité de tout le peuple juif. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remémorer une communauté vieille de plusieurs milliers d'années, pour nous remettre en mémoire son sort et ses problèmes. C'est une communauté de tradition morale qui, aux époques de détresse, a toujours prouvé sa force et sa puissance vitale. À toutes les époques, elle a donné naissance à des hommes qui ont incarné la conscience du monde occidental et ont été les défenseurs de la dignité humaine et de la justice. Tant que cette communauté nous tiendra au cœur, elle se perpétuera pour le salut de l'humanité, bien qu'elle ne possède pas une organisation fermée. Il y a quelques dizaines d'années, des hommes sensés, et au premier rang en particulier l'inoubliable Herzl, ont eu l'idée qu'un centre spirituel nous était indispensable pour maintenir, un centre spirituel, dit Einstein, pour maintenir aux époques de détresse le sentiment de solidarité. Deux points. C'est ainsi qu'a grandi l'idée sioniste et que s'est développée l'œuvre des colonies en Palestine. Nous n'avons pu assister au succès de sa réalisation, du moins dans ses débuts prometteurs. Fin de la citation d'Albert Einstein. Et dans le même texte, Einstein évoque un peu plus loin les relations entre juifs et arabes, parce que le conflit commençait d'être allumé depuis quelques années en Palestine entre juifs et arabes. Voilà ce qu'il écrit.
La création d'une coopération satisfaisante des Juifs et des Arabes n'est pas un problème anglais. C'est notre problème, parce que la Palestine était sous mandat britannique, à la fin des années 20, après la Première Guerre mondiale. Nous, c'est-à-dire Juifs et Arabes, écrit Albert Einstein, à la fin des années 20, nous devons nous entendre nous-mêmes sur les directions d'une vie en commun avantageuse, suffisante pour les besoins des deux peuples. La solution équitable de cette mission, digne des deux peuples, représente pour nous un objectif non moins beau et important que l'avancement du travail de construction même. Ça, ce sont des points de vue de grands juifs, évidemment célébrissimes dans le monde entier, européens, qui parlaient à la conscience des juifs et qui parlaient à tout le monde. C'était un point de vue majoritaire, contrairement à ce qu'affirment fréquemment les antisionistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les juifs ont eu conscience qu'il y avait un problème et que les arabes ne les accueilleraient pas les bras ouverts, après avoir, au début du XXe siècle, ignoré qu'il y avait des arabes en Palestine, mais vraiment sur un mode quasiment imbécile et puéril et aveugle, de manque de lucidité, ils ont tâché de réfléchir à un moyen de régler le conflit entre eux, les juifs et les arabes, dans leur immense majorité. Ça n'a pas eu lieu, le règlement de ce conflit. Il n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, d'une certaine manière, aujourd'hui, en Israël et entre Israël et les Palestiniens. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs y ont été indifférents. Vous voyez, là je vous cite Einstein, je pourrais vous citer plein d'autres grands Juifs, en général des intellectuels, des gens qui réfléchissaient, et Buber, Scholem et d'autres qui eux étaient sionistes et étaient installés en Palestine. Vous voyez, là c'est un propos plutôt sioniste, plutôt pro-sioniste de la part d'Einstein, qui ne va pas s'installer en Palestine et qui a même refusé la première présidence de l'État d'Israël. On lui a proposé, il a refusé. Pas par antisionisme, enfin ça ne l'intéressait pas. Mais c'était un souci de l'ensemble des Juifs qui faisaient appel, si vous voulez, à une tradition d'humanisme, du judaïsme, propre au judaïsme, et pour eux l'idée de persécuter, de dominer et d'opprimer un autre peuple, en s'installant en Palestine, était inadmissible. Voilà, il faut le savoir. Autre exemple de Juifs réfléchissant sur ce que signifie pour lui le sionisme, toujours pour vous montrer, pour insister sur cette idée que pour les Juifs, le sionisme n'est pas indifférent. Et qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un Juif de dire « ça m'indiffère ». Enfin, si, ils peuvent le dire, mais de dire « ça m'indiffère, mais je suis Juif, et parce que je suis Juif, ça m'indiffère », non. Parce que je suis rationnel, parce que je suis neutre, parce que je suis objectif, donc je me penche sur ce conflit, et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est impossible pour un Juif de dire ce qu'il en pense sans se sentir impliqué dans ce conflit. Voire révulsé par ce conflit. On va voir des Juifs révulsés par le sionisme, qui se présentent comme tels, qui ont fondé une association en France, par exemple. Il y en a d'autres. En Israël aussi, il y en a. Le nouvel exemple d'un Juif réfléchissant donc sur ce que signifie pour lui le sionisme, c'est Freud, Sigmund Freud, dans une lettre, que je vais vous mettre aussi à l'écran, avec l'écriture quasiment illisible de Freud. Voilà, c'est une lettre que Freud écrit le 26 février 1930 à Chaim Kofler, qui était un membre de la Fondation pour la réinstallation des Juifs en Palestine. En hébreu, c'était le Keren HaYesod, la fondation pour le fondement. HaYesod, c'est le fondement, l'installation. Et voilà ce qu'écrivait Freud pour dire qu'il refusait de s'adresser aux Juifs à propos du sionisme. Il va expliquer d'où vient son refus de s'adresser publiquement au nom du Keren HaYesod. Qui veut influencer le grand nombre doit avoir quelque chose de retentissant et d'enthousiaste à lui dire. Et cela, mon jugement réservé sur le sionisme ne le permet pas. J'ai assurément les meilleurs sentiments de sympathie pour des efforts librement consentis. Je suis fier de notre université de Jérusalem, il dit notre université de Jérusalem, en tant que juif, et je me réjouis de la prospérité des établissements de nos colons. Mais d'un autre côté, je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif, ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puissent un jour être prêts à confier leur lieu saint à la garde des Juifs. Il m'aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement non chargé. Certes, je sais que, pour un dessein aussi rationnel, jamais on n'aurait pu susciter l'exaltation des masses ni la coopération des riches.
Je concède aussi avec regret que le fanatisme peu réaliste de nos compatriotes porte sa part de responsabilité dans l'éveil de la méfiance des Arabes. Je ne peux éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d'un morceau de mur d'Hérode, il parle du fameux mur des lamentations, du mur du temple de Jérusalem, une relique nationale, et à cause d'elle défie les sentiments des habitants du pays. Jugez vous-même si, avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu'il faut pour jouer le rôle de consolateur d'un peuple ébranlé par un espoir injustifié. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est un discours très lucide et très critique de Einstein sur le sionisme et sur l'installation en Palestine de l'État juif, du projet d'un État juif, qui pourtant n'est pas antisioniste pour autant. Enfin, en remontant un peu en amont dans le temps, un troisième juif célèbre, qui s'est exprimé, alors lui, non pas tant sur le sionisme, qui n'existait pas encore, parce que c'est au début du XIXe siècle, enfin la première moitié, toute première moitié du tout début de la seconde moitié du XIXe siècle, mais sur la condition des juifs dans la Palestine ottomane. Et ce juif célèbre, c'est Karl Marx. Encore un juif génial, j'y peux rien. Enfin si, j'y peux, c'est que je l'ai choisi, je les aime bien. C'est au cœur, c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant cette séance, que je ne connaissais pas, un texte de Marx que je ne connaissais pas, c'est dans un long article en anglais, consacré au conflit sur les lieux saints chrétiens en Palestine ottomane. Donc c'est pas le sionisme et la condition des juifs en Palestine ottomane n'est pas le sujet principal de Marx, mais il va leur consacrer un paragraphe pendant la guerre de Crimée, et c'est paru dans le New York Herald Tribune du 15 avril 1854, où Marx, à cette époque-là, pour gagner de l'argent, écrivait très régulièrement des textes d'analyse géopolitique et politique. Je vous mets, on trouve tout ça en ligne. Je vous mets quelques secondes sous les yeux ce texte de Marx, vous voyez, et je vous en donne un petit extrait traduit. Voilà, donc Marx s'y montre, c'est un texte très intéressant parce que Marx s'y montre très caustique à l'égard de la domination ottomane sur les autres religions, sur les disputes interchrétiennes autour des lieux saints, où les juifs ne sont pas du tout impliqués, mais de manière surprenante, il se montre tout à coup comme attendri, brusquement, inopinément, par le sort misérable des juifs hiérosolomites, des juifs de Jérusalem. Voilà ce qu'il écrit. La population sédentaire de Jérusalem compte environ 15 500 âmes, dont 4 000 sont des musulmans et 8 000 des juifs. Donc à Jérusalem, il y avait plus de juifs que de musulmans. C'était une exception dans l'ensemble de la Palestine. Les musulmans, qui forment environ un quart de l'ensemble, et qui se composent de Turcs, d'Arabes et de Maures, sont bien entendu les maîtres à tous égards, car ils ne sont nullement affectés par la faiblesse de leur gouvernement à Constantinople. Rien n'égale, dit Marx, continue Marx, la misère et les souffrances des Juifs de Jérusalem, qui habitent le quartier le plus sale de la ville, appelé Kharet el-Yahoud, en arabe donc, ou Haret el-Yahoud, je ne sais pas comment ça se prononce en arabe, dans le quartier de terre entre Sion et Moria, où se trouve leur synagogue, au pluriel, objet constant de l'oppression et de l'intolérance des musulmans, insultés par les Grecs, persécutés par les Latins, et ne vivant que des maigres aumônes transmises par leurs frères européens. Vous voyez là, c'est intéressant, parce que c'est un Marx qui n'a plus rien à voir avec le Marx de la question juive, qui affirmait l'argent est le Dieu jaloux d'Israël. C'est un Marx tout à coup attendri par les Juifs de Jérusalem. Évidemment parce qu'il est d'origine juive, vous en doutez bien. Ça fait partie des raisons de l'attendrissement de Marx. Alors je dis cela, j'ouvre juste une parenthèse, je vais terminer après la citation de Marx, c'est que j'ai vu hier en regardant une prodigieusement intéressante conférence de Georges Bensoussan sur les Juifs en pays arabe, que le sort misérable des Juifs en pays arabe avait été remarqué par des auteurs non juifs dès le XIXe siècle, dès le début du XXe siècle, et il donne l'exemple de deux auteurs qui se trouvent être par hasard non seulement non juifs, mais antisémites, à savoir Charles de Foucault et Loti, Pierre Loti, qui tous les deux, explique Georges Bensoussan, dans cette conférence, je vous enverrai les liens dans la prochaine lettre d'information du séminaire, lorsque cette séance que je fais aujourd'hui sera mise en ligne, dont Bensoussan explique qu'ils étaient des antisémites patentés et que pourtant ils se sont montrés dans leurs rapports, dans leurs livres, dans leurs écrits, soudain, soucieux et touchés par le sort misérable des Juifs en Palestine ou dans les pays arabes qu'ils visitaient.
principalement dans les pays musulmans qui visitaient. Comme Marx ici le démontre. Les Juifs, cependant, ne sont pas des indigènes, mais viennent de pays différents et lointains, et ne sont attirés à Jérusalem que par le désir d'habiter la vallée de Josaphat, et de mourir sur le lieu même où l'on attend la rédemption. Pour rendre ces Juifs plus misérables, l'Angleterre et la Prusse ont nommé en 1840 un évêque anglican à Jérusalem, dont l'objet avoué est leur conversion. Il a été terriblement battu en 1845 et méprisé par les Juifs, les chrétiens et les Turcs. On peut dire en fait qu'il a été la première et la seule cause d'une union entre toutes les religions à Jérusalem. Fin de la citation de Karl Marx, qui date donc de 1854.